s'intéresse à présent à une histoire trop méconnue, celle des Juifs d'Occitanie. Une histoire mise à l'honneur depuis jeudi dernier par nos confrères du quotidien Midi Libre qui publie ce hors-série. Pour en parler, on est avec celui qui est l'instigateur de ce beau projet, Roger Torgmann. Bonjour à vous. Vous êtes vice-président de l'ASIM, l'association cultuelle israélite de Montpellier. Et à vos côtés, celui qui en est le principal contributeur, Michael Yankou, docteur en histoire et directeur de l'Institut Maïmonide. Merci messieurs d'être nos invités ce soir dans le Mag-Orient. Alors Roger Torgmann, la genèse de ce hors-série, c'est quoi? C'est d'abord le devoir de transmission? Tout à fait. Bonjour Monsieur Amar, bonjour à tous les téléspectateurs d'I24 News. Merci de votre invitation. Effectivement, un devoir de transmission parce que cette histoire, bien qu'elle est marquée de son empreinte à la fois des lieux, à la fois la pensée religieuse et philosophique, s'est avérée en fait être très peu connue. Donc il y avait, je dirais, même un double devoir de transmission immédiate, donc faire connaître cette histoire au plus grand nombre, je dirais au grand public, et puis un deuxième, avec, je dirais, une référence peut-être à ce que disait Elie Wiesel dans son ouvrage Paroles d'étrangers, c'est que lorsque vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Donc il y a cette injonction de faire partager cette histoire. Ouais, et puis, une injonction inhérente évidemment au judaïsme. Michael Yankou, à quand remonte la toute première présence juive en terre d'Oc? Elle remonte au 7e siècle, les années 600, avec la pierre tombale de Narbonne, qui désigne l'inhumation précipitée de 3 défunts. C'est un texte à épigraphie latine, mais qui se clôture par 3 mots hébreux, Shalom, Al Israël, paix sur Israël, paix sur le peuple juif. Et donc nous avons des juifs très tôt dans le temps. La France, les juifs sont consubstantiels de l'histoire de France, a fortiori de l'Occitanie. La plus ancienne trace pour l'ère hexagonale, c'est la lampe à huile retrouvée au plan d'Orgon, qui date du 1er siècle de notre ère. Et pour le Languedoc-Roussillon, c'est la pierre tombale de Narbonne. Et Charlemagne, en personne, atteste d'une royauté juive à Narbonne. Alors les vestiges, bon, il y a la pierre de Narbonne, vous venez d'en parler, les vestiges sont nombreux, ceux qui attestent d'une présence juive, comme par exemple ce mikvé de Montpellier qu'on va certainement voir à l'image, hein, ce bain rituel juif trouvé à Montpellier. Oui, effectivement, on a la chance d'avoir l'un des plus anciens mikvaot européens. Il y a des mikvaot antiques en Eretz Israël. Pour ce qui est effectivement de la France et de l'Europe, Montpellier a cette chance quasi unique d'avoir l'un des plus anciens bains rituels juifs. Il a été localisé par des historiens au début des années 80, d'après des traces archivistiques, un acte de vente qui jouxte au 1 rue de la Barralerie la synagogue et ses dépendances, 1277. Et d'après les archéologues, lors des fouilles et des investigations archéologiques au début des années 80, dans l'optique de l'inaugurer en 1985, ils l'ont daté du XIIe siècle. C'est un bijou de l'art roman. Il a été effectivement inauguré en 1985 à l'occasion du millénaire de la ville de Montpellier par Georges Frêche, l'ancien député-maire de Montpellier, et René Samuel Sirat, l'ancien grand rabbin de France. Alors il y a un autre témoignage, Michael Yankou, de cette présence juive millénaire, plurimillénaire, faudrait-il dire, en Occitanie, avec ce Marzor, ce livre de prière qui a beaucoup voyagé pendant plusieurs siècles avant de retrouver finalement sa région natale. Ça s'est fait assez récemment aussi, après une vente aux enchères. La municipalité de Montpellier a payé d'ailleurs très cher pour se procurer, pour se réapproprier ce livre de prière qu'on voit à l'image. En quoi ce livre de prière est-il si différent des autres finalement, Michael Yankou? Parce qu'il renvoie finalement à l'histoire de la provincia, Provence-Languedoc, dans le jargon intellectuel au Moyen-Âge. La provincia, c'est l'arc méditerranéen, en gros, de Perpignan à Nice. On pourrait dire que c'est un singleton. Il ne renvoie pas effectivement à Tzarfat, la France du Nord, ni à la vallée rhénane en Allemagne, ou même à Sfarad, à l'Espagne, bien que beaucoup de juifs occitans sont de souche andalouse. Ce Marzor, effectivement, est contemporain de l'exil des juifs dans le comte avenecin. Je rappelle que le XIVe siècle est un siècle de tergiversation des monarques français qui hésitent entre les expulsions et les rappels. Et lors de la dernière expulsion des Juifs en 1394, beaucoup vont se réfugier dans le comtat avenecin, qui est une enclave pontificale, les Juifs du pape, où là, ils auront droit de cité jusqu'à la Révolution française. Et à ce moment-là, ils consignent, noir sur blanc, sur
parchemin, effectivement, ce recueil liturgique pour les grandes fêtes de Tishri. Il est à souligner la lucidité de la ville de Montpellier, qui a effectivement œuvré à la fois pour retrouver le mikvé et pour acquérir chez Sotheby's en 2008 un Marzor. C'est dire que Montpellier a des vestiges patrimoniaux et lapidaires de tout premier plan. Voilà, les Juifs d'Occitanie ont été aussi, Michael Yankou, des passeurs, d'incroyables passeurs de savoir, de l'arabe à l'hébreu et puis de l'hébreu au latin. Oui, si l'on ne devait retenir qu'une seule chose de l'apport des Juifs en Occitanie au Moyen-Âge, ça serait sans nul doute l'apport aux sciences exactes et à la science du judaïsme. Ils ont été, notamment les Juifs andalous au XIIe, qui fuient les persécutions almohades et qui trouvent refuge en Occitanie, quand d'autres vont trouver refuge en Orient, comme la famille Maïmonide. Ils vont véhiculer tout le savoir ibérique d'expression arabe, toute la philosophie aristotélicienne. Le Guide des perplexes de Maïmonide va être traduit à Lunel, effectivement l'année même de la mort de Maïmonide. Il y aura une effervescence talmudique à Lunel, qui était appelée Yaréar. Montpellier était appelé Ira'a, Ira Kodesh. Et il y aura une effervescence également intellectuelle, exégétique et mystique, kabbalistique, grâce au Rabat, l'acronyme de Rabbi Avraham Ben David, dans la ville de Vauvert. Alors, cette grande histoire des Juifs d'Occitanie était très connue. Chachamim, les rabbanim, les universitaires, mais le grand public n'en savait que très peu de choses. Et dans cette Occitanie retrouvée, Michael Yankou, résonne encore le nom d'un juif andalou célèbre, le Rambam, le grand Maïmonide, lui aussi persécuté par les Almohades, qui lui avait trouvé refuge en Égypte, mais son livre a été traduit en Occitanie. Oui, et la traduction de son Moreh Nevuchim en hébreu, Dalalat al-Harin en arabe, Guide des perplexes, Guide des égarés, c'est un traité arabe sur la forme, c'est un livre éminemment juif sur le fond. Il a été écrit en arabe avec des caractères hébreux, et ici, nous aurons le Shmuel Tibon qui va le traduire à la demande de Meshulam à Lunel en 1204, de l'arabe avec des caractères hébreux en hébreu. Et 26 ans après la mort de Maïmonide, il y aura des controverses maïmonidiennes en deux temps, 1230 puis 1300. En gros, c'est foi ou raison, foi et raison, Athènes et Jérusalem, Athènes ou Jérusalem. Une effervescence intellectuelle au sein du judaïsme. Doit-on comprendre la loi de Moïse à la lumière de la Sophia grecque, oui ou non? On a ce débat dans l'islam et le monde chrétien par la suite, mais c'est pas fortuit que ça commence en grande partie en Occitanie. Alors Roger Torgman, il y a aussi des heures sombres, notamment sous le régime de Vichy. Ce hors-série, Roger Torgman, c'est aussi une réponse à l'antisémitisme qui relève la tête aujourd'hui en France? Tout à fait, c'est un des objectifs de ce hors-série, donc que d'apporter sa contribution, la plus modeste soit-elle, à ce combat contre l'antisémitisme. L'antisémitisme, il se combat de différentes façons. Il y a des réponses immédiates, bien évidemment, de combat, de répression, mais il y a également des réponses sur un temps long qui sont liées à l'éducation et à l'éveil des consciences. Et c'est dans cet axe-là que s'inscrit ce hors-série, dont l'objectif est de casser, je dirais, les représentations par trop caricaturales que l'on peut avoir de l'autre ou d'une communauté. Et donc, il veut apporter son édifice à cet éveil des consciences, à cette information sur le fait que la communauté juive a apporté beaucoup à la vie de la cité en Occitanie. Michael Yankou, l'Occitanie a donc une histoire juive très riche, mais elle a aussi une histoire sioniste. On est en juillet 47, et dans le petit port de Sète, l'Exodus s'apprête à naviguer vers la terre promise. Effectivement. Il est parti de Sète. Sans doute que l'endroit était moins exposé que des ports maritimes plus importants voisins. L'Exodus de Sète, ça a eu un impact formidable. On n'était pas à l'heure de la communication à l'époque, mais ça a eu un impact décisif dans le vote de l'ONU de 1947 et après la création de l'État d'Israël. Montpellier aussi a une riche histoire sioniste. En 1897, au premier congrès de l'art sioniste à Bâle, sur 12 délégués français, 4 viennent de Montpellier. Vous parliez d'Exodus, les tractations de l'Exodus de Sète se sont tramées en préfecture à Montpellier. La sœur d'Achada, Macher Ginsburg, de son vrai nom, a étudié l'agronomie à Montpellier et on sait l'importance de l'agronomie dans les moshavot et kibbutzim à venir. C'est dire si effectivement Montpellier a occupé une place prééminente au Moyen-Âge pour la transmission du savoir et à l'époque contemporaine pour la cause
sionistes. Il y avait aussi des bundistes, des socialistes révolutionnaires, mais Montpellier, dans la première partie du XXe, aujourd'hui aussi bien évidemment, a une formidable histoire sioniste. Roger Torgmann, voilà pour le passé très riche de cette Occitanie. Qu'en est-il du présent et de l'avenir des Juifs de cette région ? Pour le présent, écoutez, j'évoquerai deux sujets. Le premier, bien évidemment, qui a touché toutes les communautés, c'est cette crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 et qui a conduit la communauté de Montpellier à faire preuve de beaucoup d'innovation, je dirais d'inventivité. On a développé quelque chose que je qualifierais d'un judaïsme 3.0, où l'on a essayé de mêler à la fois un usage intensif de la technologie, mais également une attention très proche aux plus faibles et aux plus démunis. Et le deuxième élément d'actualité, qui est un peu la conséquence de cette situation, c'est que la désaffection des synagogues a créé des problèmes, des difficultés financières pour nous, comme beaucoup de communautés. Et donc, je voudrais à cette occasion signaler que cette semaine, c'est l'actualité, nous lançons une campagne de soutien à notre synagogue, donc à travers une campagne qui s'appelle J'aime ma Sina. Et toutes les personnes qui souhaitent y participer peuvent se rendre donc sur le site web de la CIM en tapant sur Internet montpellier.consistoire.org. Voilà pour l'actualité. Quant au futur, là aussi, malgré la complexité de cette situation, nous continuons à travailler sur le devenir de notre communauté. Je dirais à l'instar un peu du slogan de votre chaîne, pour voir plus loin. Et donc, je citerai là deux projets emblématiques. On travaille à bâtir une résidence senior cachère pour nos aînés et également à constituer une résidence senior étudiant pour nos jeunes. Roger Torgmann, vice-président de l'ACIM, et Michael Yankou, docteur en histoire et président de l'Institut Maïmonide. Merci messieurs d'avoir été nos invités. Je rappelle le titre de cette une de nos confrères du Midi Libre, Juifs d'Occitanie, voilà, qu'on voit à l'écran. Merci. Une histoire méconnue, en kiosque depuis jeudi dernier. Puis vous pouvez aussi le commander, je crois, commander le numéro sur le site du Midi Libre. Merci à vous. Merci à vous.